Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire un petit listing des 10 erreurs à éviter en tant que débutant. Donc c'est basé sur différentes informations. La première, bien évidemment, c'est des questions qui reviennent fréquemment et qui traitent du même sujet, donc je vais y répondre une bonne fois pour toutes. Je considère que c'est une erreur de débutant, vu qu'elle revient régulièrement de personnes qui commencent la 3D ou qui commencent Blender. Donc voilà. Également basé sur mon expérience, je vais essayer de me rappeler quelles erreurs je faisais quand j'ai commencé Blender. Comme ça, si je peux vous aider à éviter les mêmes erreurs que moi, tant mieux. Et ensuite, des questions qui reviennent également sur Discord. Donc ça, c'est très important, je fais une petite aparté. Vous pouvez rejoindre le Discord qui est présent dans la description. C'est toujours plus pratique pour poser des questions, plutôt que les envoyer par commentaire ou par mail. Comme ça, il y a une communauté relativement active qui peut vous répondre. Et c'est un petit peu plus sympa pour vous et pour moi. Comme ça, si je ne suis pas vraiment devant mon PC, il y a des gens qui peuvent répondre à ma place. On commence donc avec le premier point. Alors ce point-là, je pense que c'est la question qui revient le plus souvent sur mon Discord, sur ma chaîne YouTube et sur les forums de 3D d'une manière générale consacrés à Blender. C'est tout simplement la question suivante. Comment ça se fait? J'avais un objet, j'ai modifié un petit peu son échelle, j'ai modélisé comme je voulais, et quand j'ai voulu appliquer un bevel, j'ai ceci. Alors là, peut-être que les gens qui ne sont pas habitués se disent bah, « je comprends pas, le bevel pourtant il m'a l'air pas mal ». Laissez-moi vous montrer la différence. Donc à gauche, j'ai un bevel qui est incorrect. À droite, je vais avoir un bevel qui est correct. Est-ce que vous voyez la différence? La différence, elle est ici. Sur mon objet de droite, j'ai les mêmes proportions en largeur et en hauteur de mon bevel. Alors qu'ici, j'ai une hauteur qui est beaucoup plus importante qu'une largeur. Alors ça vient de quoi? Quelqu'un qui débute, il peut se dire, alors là, j'y comprends rien du tout, j'ai fait la même opération à droite et à gauche, pourquoi je n'ai pas le même résultat? Tout simplement, petite information qui change entre les deux objets. On est d'accord, sur celui de gauche, j'ai changé mon échelle. Vous regardez, celui-là de droite, il est homogène, donc j'ai une échelle de 1, 1, 1. Tout objet, quand vous le rajoutez de Blender, va avoir une échelle de 1, 1, 1. Donc il est uniforme en largeur, en profondeur et en hauteur en termes d'échelle. Alors que celui de gauche, si je clique dessus, on voit que j'ai une échelle de 1 en X, Z1 également parce que je n'ai pas touché, mais j'ai fait un SY. Du coup, son échelle en Y, c'est élargi. C'est agrandi, pardon. Donc ce point, je l'ai déjà expliqué au cours des vidéos, mais là, je réponds une bonne fois pour toutes de manière la plus explicite possible. Donc là, la différence, c'est ceci. Et on remarque du coup que si mon échelle en Z, je la réduis jusqu'à venir sur du 1, voilà, on obtient le même résultat. Parce qu'en fait, Blender, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'applique mon bevel, il va recalculer par rapport à mon échelle, pour faire simple, de 1, 1, 1, et après, il va me retirer mon bevel en plus de mon objet. Donc tous les paramétrages, toutes les modifications que je vais effectuer sur mon objet, ils vont subir ce changement d'échelle qui est ici. Alors ça, c'est un problème, pourquoi? Parce que là, c'est un exemple concret sur un bevel par exemple, mais si je rajoute voilà, un cube, pareil, je l'étire comme ceci. Si je veux insérer avec I une face, on s'aperçoit que du coup on a le même souci, on n'a pas la même hauteur, la même largeur. Parce que comme j'ai dit, toutes les modifications vont suivre la modification d'échelle qu'on a indiquée à Blender ici. Donc c'est très important, une fois qu'on a modélisé notre objet et qu'on veut indiquer à Blender de repartir d'une échelle basique de 1, 1, 1, de l'appliquer. Petite nuance, c'est très important de comprendre la différence entre échelle et dimension. Ceci par défaut, c'est peut-être pas explicite. Échelle en fait, c'est tout simplement les proportions qui vont lier le X, le Y et le Z. C'est évidemment étroitement lié avec les dimensions parce qu'il y a un ratio linéaire entre les deux. Si je fais 1 x 2, je tombe bien sur 2. Si je fais 2.4 x 2, je tombe bien sur 4,8, etc., etc. Donc si je change une valeur d'échelle, ça va me changer ma dimension et inversement. Mais imaginons que là, je veuille bien un objet qui fasse 5 mètres en X, mais malgré tout garder une échelle de 1 en Y. Je vais faire CTRL A, comme Apply, ça va nous ouvrir le petit panneau. Je peux cliquer sur Scale, et là, on a bien l'échelle qui est appliquée. On est en 1, 1, 1. Et du coup, maintenant, donc si je rajoute un cube, je change son échelle, je fais CTRL A, Scale, je passe en mode édition. J'ai bien fait le CTRL A, du coup, là, j'ai appliqué mon échelle. En Object Mode, je suis bien en 1, 1, 1, pourtant mon objet est étiré. Et là, si je fais CTRL B, ça fonctionne. On a bien un bevel qui est nickel. Je peux faire une insertion de face, ça va également fonctionner. Voilà. Alors, quelque chose qui est également important de connaître, c'est que si vous voulez pas vous embêter à faire tout ça, vous pouvez faire vos changements d'échelle avec S, plutôt que les faire en Object Mode, vous pouvez les faire en Edit Mode. Pourquoi? Parce qu'un Object Mode va carrément casser l'échelle de mon objet, alors que si je passe en mode édition, on va changer l'échelle de la topologie, donc c'est pas tout à fait pareil. Là, on va éditer ma forme. Donc là, si j'étire pas l'échelle, je modifie juste ma forme. Et si je repasse en mode Object,
on voit bien que l'échelle est restée en 1, 1, 1. Tout simplement parce que j'ai fait ma modification en edit mode. Ok. Donc ensuite, ah oui, second point, que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions qui sont revenues sur ça, mais j'avais jamais fait attention que ça pouvait être un souci, c'est tout simplement l'ajout de panneaux. Je m'explique. Vous pouvez facilement dans Blender, en déplaçant votre curseur dans le coin dans ce qui lie plusieurs panels, parce que l'interface de Blender, je rappelle, qui est divisée en plusieurs panels. On a la 3D View, on a l'Outliner, on a les Properties. Donc chaque panneau a une fonctionnalité présente en haut à gauche. En mettant votre curseur, vous pouvez étirer comme ceci, voilà, et diviser en quelque sorte votre interface. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit je n'arrive pas à refusionner les panneaux. À chaque fois que je clique, je comprends pas, ça les reduplique, ça me rend fou. Je me retrouve avec 60 panneaux dans mon Blender. Donc ce que je fais, c'est que je les prends, je les réduis, et du coup j'ai une sorte de pâté sur un côté de mon écran. Alors, c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il faut comprendre un petit peu la technique. Imaginons que je mette mon curseur ici. Donc là, on est d'accord, je suis à l'intérieur de ce panneau-là. Je laisse enfoncer mon clic. Là, si je glisse à droite, vu que je suis déjà à l'intérieur du panneau, il va me le diviser. Pour faire l'opération inverse, je vais de l'intérieur de mon panneau vers son extérieur, et là, ça va correctement fusionner. Donc ça, c'est une question qui est revenue peut-être une vingtaine de fois. Donc au début, je n'avais pas prévu de la rajouter à cette vidéo, mais vu qu'elle revient souvent, je me dis, si ça peut en aider une vingtaine, ça doit forcément en aider d'autres. Donc voilà. Différence entre sélectionner, glisser dans le même panneau que j'étais présent au début, et glisser vers l'extérieur du panneau. Ça permet de fusionner. Ok. Ensuite, ah oui, l'annulation des extrusions. Un souci qui revient énormément beaucoup dans Blender. Imaginons que je passe en mode édition. Hop là, je peux fermer ça. Donc, non, je ne vais pas le fermer, sinon les raccourcis ne vont pas bien s'afficher. Je passe en mode édition avec tabulation. Je sélectionne cette face, un point, une edge, peu importe. J'appuie sur E pour commencer une extrusion. Et là, je me dis, ah non, mais attends, en fait, avant de faire l'extrusion, il faut que je fasse un rescale ou l'autre. Donc, j'appuie sur échappe pour annuler. Sauf que ça n'annule pas l'extrusion. Le fait d'appuyer sur échappe, ça veut juste indiquer à Blender que vous faites une extrusion. Le E, en fait, ça fait une extrusion. Et l'échappe, ça veut dire, cette extrusion, hop là, tu me la mets en 0. Et là, si on continue à modéliser, on a un petit souci. Pourquoi? Parce que si, par exemple, ici, je change d'échelle, en fait, on a des superpositions de faces. Donc, annuler une extrusion avec échappe ne l'annule pas vraiment. En fait, c'est une aberration un abus de langage, pardon. Le échappe en extrusion, ça fait rien du tout. Ça dit juste à Blender de mettre l'extrusion à 0 en termes d'incidence. Donc, ça me duplique les faces. Et ça, c'est pas du tout pratique. Parce qu'après, imaginons, je sélectionne cette arête-là, je fais un CTRL B, vous voyez, ça va faire des trucs n'importe comment. Pourquoi? Parce que là, tout ceci est superposé. Alors, comment je fais? Plutôt que passer face par face et me dire, ah ouais, là, c'est superposé, là, il n'y en a pas. Tout simplement, je peux tout sélectionner. J'appuie sur M. M comme merge, donc merge qui signifie fusionner. Et si je fais by distance, il va automatiquement me fusionner les points selon une distance. Et là, maintenant, si j'appuie sur G, il me les a bien fusionnés entre eux. Donc le merge by distance, en gros, vous pouvez indiquer un seuil de Blender à partir de laquelle il considère que c'est un point unique et du coup, il va fusionner les points. Du coup, on arrive sur la quatrième chose qui, je trouvais assez importante, c'est justement la superposition de certains points. Alors, comment je vais vous montrer ça? Je vais faire par exemple ceci, je fais une extrusion, voilà, comme ça, je refais un CTRL R là, et je fais une extrusion, par exemple, ici, et là, je veux fermer, par exemple, ceci. Alors, il y en a beaucoup, ce qu'ils vont faire, ils vont découper à peu près comme ça, ils vont faire une extrusion, ils vont sélectionner, ils vont faire ça. Ils vont se dire, bon, c'est pas mal là, hein, on va dire qu'on est bon, ça se voit pas, donc c'est nickel, on laisse comme ça. Ça, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que là, par exemple, vous pouvez pas sélectionner. Si vous sélectionnez cette edge-là et que vous bougez, ça va pas sélectionner l'objet d'en bas parce qu'il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas de lien entre ces deux choses. Alors, comment je fais? Tout simplement, je vais vous montrer comment fusionner, un petit peu comme le merge tout à l'heure, sauf qu'au lieu de faire un by distance, on va faire à partir d'une origine et d'une fin. Donc, la différence, je vais dupliquer cet objet-là, vous allez très vite la voir. Je vais passer en mode édition, je vais sélectionner, par exemple, ces deux points-là, je vais faire M, et là, il me demande comment je veux le merge. Est-ce que je veux le faire au premier, au dernier, au centre, au curseur, etc., etc. Donc moi, je vais faire at last. Comme ça, il me le déplace. Je vais faire pareil de l'autre côté. M, at last. Et là, l'avantage, c'est quoi? C'est que du coup, maintenant, si je bouge ce point-là, il y a toute ma topologie qui va bouger. Parce que là, il considère, vu qu'il a mergé les points, il les a fusionnés, que c'est une seule droite. Donc je peux même
m'amuser à déplacer ceci. Je pourrais redécouper ensuite à cet endroit-là, chose qui est un petit peu moins réalisable avec cette forme-là, parce que là, il n'y a rien qui est fusionné. Donc, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et ceci, ça arrive souvent lorsqu'on fait une erreur qui est prochaine dans la liste, qui est tout simplement l'ajout en edit mode. Souvent, quand on est lancé dans la modélisation, j'ai par exemple un cube, voilà, je suis en edit mode, je l'édite, voilà, je fais des trucs comme ça, hop là, j'ai mon objet, voilà, je suis fier de mon objet, je suis là, ah ouais, franchement, c'est nickel et tout. Je reste en edit mode, je fais pas attention, je fais Shift A, et là, je rajoute par exemple une sphère. Alors, je rajoute une sphère, je la décale, je me dis, voilà, ça c'est nickel. Donc ça peut déjà amener des superpositions de face. Pourquoi? Parce que quand je passe en object mode, ensuite, on s'aperçoit que j'ai un seul et unique objet. Et là, je me dis, oh non, la galère, j'ai passé un quart d'heure à faire mon objet de gauche. Là, j'ai le malheur de rajouter un edit mode à notre objet. Bon, ben tant pis, je vais faire avec. Ça, ce serait, qu'on pourrait se dire, en tant que débutant. Je vais faire avec parce que je ne sais pas comment je peux séparer mon objet. Voilà. Alors, sachez qu'il y a différentes possibilités. Déjà, il y a le raccourci L qui vous permet de sélectionner quelque chose qui est linked. Donc, par exemple, l'objet de gauche et l'objet de droite. En edit mode, malgré le fait qu'il soit fusionné au sein d'un même objet, d'un même maillage, j'ai possibilité avec L de sélectionner un ou l'autre. Donc ça, c'est très pratique. Sinon, j'ai quelque chose qui est encore mieux. Je peux tout sélectionner. Je fais P pour Separate. Et là, je peux faire By Loose Parts. Et si je clique dessus, automatiquement, il va me séparer les objets qui ne sont pas liés entre eux. Voilà. Et du coup, maintenant, j'ai bien deux objets différents. Donc, j'ai ma sorte de cube qui est bien là. Et j'ai ma sphère. Du coup, petit souci, parce qu'en séparant l'objet, on a l'origine qui n'est pas centrée. Ça, c'est pareil, ça peut être une erreur qu'on ne comprend pas trop quand on est débutant. Donc voilà l'astuce. Là, si par exemple je fais une rotation en Z, ça va le faire par rapport à mon centre qui est présent ici. Beaucoup de personnes qui débutent vont s'embêter à passer en mode édition, à le décaler à peu près pour le centrer. Vous embêtez pas, vous avez juste à aller dans Object, cette origine, origine to géométrie. Et maintenant, c'est nickel. On a bien recentré l'origine par rapport à la géométrie de mon objet. Ensuite, on va passer sur un côté un petit peu plus modélisation, du moins modifier. J'ai une sphère, je vais l'adoucir. Donc déjà, je peux faire un clic droit, Shade Smooth. En tant que débutant, lorsqu'on découvre le modifier Subdivision Surface, on est tenté. On est tenté par quoi? On est tenté ici, le level du port, de mettre une valeur. On va mettre 999 subdivisions, tu vas voir un peu, ça va être super lisse. En fait, ça sert à rien. Ça demande énormément de ressources. Déjà là, j'ai une subdivision en plus de mon objet. Donc si je passe en mode édition, hop là. Voilà, vous voyez à peu près que là, c'est quand même relativement lisse. J'ai une subdivision, donc on est à 1984 faces. Si je mets 3 déjà, on est à 31 000 faces. Est-ce que vous voyez la différence entre le 3 et le 1? Il y en a quasiment aucun. À l'œil nu, c'est quasiment invisible. Honnêtement, quand on est à 2, déjà c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Si vous avez besoin pour une raison X ou Y d'avoir, par exemple, 4 subdivisions, c'est possible, hein, des fois, quand vous modélisez certains objets. En level viewport, vous pouvez rester à 2 ou 3 pour pas que ça rampe trop, et vous vous mettez à 4 en render. Parce que ces deux valeurs sont totalement indépendantes. Ça, c'est le nombre de subdivisions dans ma vue 3D, et le render, c'est le nombre de subdivisions dans le rendu. Et ça, c'est un petit peu corrélé avec les bevels. Des fois, on a tendance, quand on fait un bevel, CTRL B, de rajouter ici beaucoup de subdivisions. Ça sert à rien. Parce que si, par exemple, j'en mets uniquement 2, après, en rajoutant du Subdivision Surface, vous voyez que ça va nous adoucir comme si on avait rajouté beaucoup de bevel. Donc voilà. Pas besoin d'avoir des valeurs extrêmement élevées. Et ça, on le retrouve également sur une autre erreur, c'est quand on fait des rendus. Alors avec Eevee, après je vous montrerai avec Cycle, avec Eevee, il y a beaucoup de personnes qui vont toucher à ceci sans vraiment savoir que ça ne sert à rien en fait. Parce qu'on a la résolution en X et en Y. Dans la tête de certaines personnes qui vont débuter dans la 3D et qui ne sont pas forcément dans le domaine de l'imagerie numérique, pour eux, résolution est égale à qualité d'image. En soi, c'est pas faux. La résolution en X et Y, c'est le nombre de pixels qu'il va y avoir en XY. Donc c'est ce qui définit les images qu'on appelle bitmap. C'est-à-dire qu'on a une image, en fait, pour faire très simple, c'est une matrice. Donc une matrice, c'est en gros un tableau. Voilà. Et chacun de ces pixels, donc ça c'est une bitmap, va avoir un signal RGB, potentiellement A, alpha. Donc R, par exemple, si on est en temps de bits, on va avoir de 0 à 255, pareil pour G, pareil pour B, et alpha, ça va être de 0 à 100%. Donc chacun de ces pixels a ces valeurs-là. Et la résolution,
ça indique la taille de ma matrice, de mon tableau. Donc une résolution de 1920 par 1080, ça veut dire que je vais avoir 1920 pixels de largeur, 1080 pixels de hauteur. Et après, on a un pourcentage si on veut faire des ratios facilement. Donc des fois, je vois des gens qui m'envoient leur screen. Je comprends pas, sur ta vidéo, le rendu va vite, alors que moi, ça fait une demi-heure que ça tourne. Mais je vois des gens, ils laissent 1920 par 1080 des fois. Là, ils mettent 600%. Donc vous imaginez le nombre de pixels que ça doit calculer. Ou des fois, là, ils mettent des trucs, des valeurs comme ça, voilà. Hop là. Là, vous imaginez 65 000 pixels. C'est énorme et c'est surtout que ça ne sert à rien. À la limite, jusqu'à du 4K, je peux comprendre. Parce que maintenant, il y a des écrans 4K. On va dire que ça devient une norme assez, pas basique, mais pour les gens qui travaillent un petit peu dans l'infographie, la 4K, ça devient quelque chose d'assez courant. Mais n'allez pas au-delà. Après, tout dépend également le but de votre objet. Si c'est pour publier, par exemple, sur votre portfolio Instagram, honnêtement, pour Instagram, le 1920 par 1080, ça suffit largement. Parce qu'au-delà, il va vous le compresser, ça va servir à rien. Donc, faites très attention à cette valeur-là. Ce que je vous conseille, moi, quand vous faites des pré-rendus, vous pouvez passer en 50% si vous n'avez pas un PC très puissant, sinon restez à 1920 par 1080. Et ensuite, pour le rendu final, vous pouvez augmenter un petit peu le pourcentage, mais n'allez pas dans des valeurs aberrantes, ça ne sert à rien. Un petit peu pareil dans le cycle. Je vois des gens des fois qui m'envoient des choses avec, dans le sampling en render, des valeurs des fois de 5000 ou 10 000. Alors, le sampling, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de calculs par unité de calcul, donc les tiles, les petits carrés qui s'affichent dans Cycles, qui vont être effectués. Honnêtement, si vous êtes au-delà de 1000, dans la plupart des scènes, avec un denoising, ce sera nickel. Entre 500 et 1000. Ce sera très bien pour la plupart des scènes. Si vraiment vous avez beaucoup de réfraction avec du vert et tout, vous pouvez un petit peu jouer sur ça. Mais voilà, n'allez pas au-delà de ça. Ça sert à rien de mettre 5000 en sampling de cycle. C'est vraiment utiliser de la ressource pour rien du tout. Et vous allez avoir un rendu qui va durer 6 heures. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Gardez à l'esprit, ne pas mettre des valeurs trop élevées. Il faut trouver le juste milieu. Au début, forcément, vous allez être tenté, que ce soit par le subdivision surface ou par la résolution ou le nombre de samples, de mettre le max. En vous disant, ben, autant mettre le max, comme ça, j'aurai le rendu le plus propre possible. Mais c'est perdre du temps pour rien du tout. Donc voilà. Ensuite, organisez vos scènes. Ça, c'est très important. Notamment quand on a plusieurs objets. Pourquoi? Parce que, imaginons que j'ai une scène ultra complexe. Comment je fais pour m'y repérer ensuite? J'ai des cubes, j'ai des sphères. Si je laisse par défaut, voilà ce qui va se passer. Je vais avoir des sphères 001, sphères 002, des cubes, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous modélisez des objets, vous allez ici. Donc il y a deux possibilités. Soit Object Properties, vous le renommez là. Soit un double clic en haut et vous le renommez. Vous avez également la possibilité de créer des sortes de collections comme vous le voulez, avec des New Collections, pour organiser des objets. Et vous pouvez les glisser dedans. Et après, c'est beaucoup plus simple, vous pouvez les masquer comme vous le souhaitez. Donc l'organisation des fichiers Blender, c'est quelque chose qui est vraiment primordial quand vous débutez, parce que sinon vous allez facilement vous perdre. Un petit peu comme l'organisation de vos projets. Moi, j'aime bien quand j'ai des gros projets, avoir un dossier maillage, un dossier texture, un dossier référence par exemple. Donc voilà, tout ça, ce sont des bonnes pratiques, je trouve, pour correctement travailler. Ensuite, on a beaucoup de personnes, notamment sur le Discord, quand ils veulent nous envoyer leur fichier Blender, qui nous l'envoient, mais moi, par exemple, quand je l'ouvre, j'ai pas les textures qui s'affichent, j'ai tout qui est rose. Donc le rose fuchsia un petit peu dans Blender, c'est signe que celui-ci n'a pas trouvé l'image que l'on souhaite. Alors comment faire en sorte que tous les fichiers que vous avez utilisés, que ce soit texture, que ce soit HDRI, que ce soit police également, les fonts, ça fonctionne, soient compressés dans votre fichier Blender. Il vous faut aller dans File, External Data, et vous faites Pack All into .blend. Ça fait quoi? Pack all use external file into the blend file. Blend file, oui, exactement. J'ai mon fichier Blender. Ouais, d'accord. Ça, c'est mon fichier Blender. Ok. J'ai mon fichier Blender. Dedans, j'ai des modèles 3D. Voilà, j'ai des cubes. Et j'ai un autre dossier sur mon PC avec des images. Ok? Ça, c'est des images. Et ça, c'est des textures que je vais utiliser dans mon fichier Blender. Mais quand j'envoie ceci, ben moi, ce lien là, il se fait pas sur mon PC, par exemple, si vous m'envoyez que ça. Donc je peux pas voir vraiment la scène parce qu'il manque des éléments. Le fait de faire un pack, en fait, tous ces éléments que vous allez chercher ailleurs, à l'extérieur de votre fichier Blender, il va les compresser à l'intérieur de celui-ci. Comme ça, quand vous envoyez votre fichier, forcément, il sera plus lourd. Donc il va rajouter grosso modo le poids des images que vous allez incorporer dedans. Mais du coup, moi, quand j'ouvre le fichier Blender, j'ai tous les fichiers qui vont correctement s'afficher et du coup j'ai zéro souci à ce niveau-là, je peux l'ouvrir et j'ai en visuel exactement ce que vous avez sur votre PC, donc c'est très pratique.
Et enfin, la dernière erreur, après avoir vu ce pack qui est très important et on n'en parle pas souvent, hein, la possibilité de tout compresser dans un fichier Blender, il ne faut pas, en tant que débutant, brûler les étapes. Je m'explique. J'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions, donc c'est pas une critique, hein, mais c'est juste un conseil, qui me posent des questions. Voilà, donc ça fait 2 jours que j'ai commencé Blender, j'aimerais bien modéliser un personnage en faisant l'animation pour pouvoir l'incorporer dans un jeu avec de la physique. Comment je m'y prends? Alors, quand on reçoit ce genre de questions, on essaie d'expliquer un petit peu, mais la difficulté, c'est la suivante. Si je viens d'apprendre à marcher, je ne vais pas courir un marathon. Donc il faut d'abord commencer par les bases. Des fois, c'est peut-être un petit peu galère, certes, parce que vous allez, comme d'habitude, modéliser des chaises, des tables, etc. Moi, j'ai essayé sur ma chaîne de diversifier un petit peu avec des... Par exemple, la balle de tennis, c'est très bien pour commencer. L'anneau du Seigneur des Anneaux, c'est également pas mal. Donc voilà, il y a plein de petites choses à faire au début, mais vous n'allez pas commencer direct en faisant des effets spéciaux à la Marvel avec des trucs qui explosent de partout en l'incorporant dans une vidéo en motion tracking. Ce serait beaucoup trop compliqué. Donc il vous faut surtout ne pas brûler les étapes. Commencez petit à petit. D'abord, apprenez à bien manipuler l'interface. Les raccourcis clavier, vous ne préoccupez pas avec ça, ça va rentrer au fur et à mesure. Forcez-vous à les utiliser plutôt qu'utiliser les raccourcis visuels. C'est beaucoup plus pratique. Petit à petit, vous allez faire des petites scènes. Et moi, comment j'ai évolué, c'est tout simplement en me disant, alors, une fois que j'avais les bases, hein, donc ça c'est important d'avoir les bases, vous vous dites, ok, aujourd'hui, ou chaque semaine, vous dites, je veux modéliser tel objet. Aujourd'hui, ce sera un stylo. Je commence, je pars de rien, j'essaie de modéliser le stylo. Et quand je rencontre une difficulté, je me dis, alors attends, qu'est-ce qui bloque? Là, j'aimerais faire cette forme, qu'est-ce qui va pas? Et je me dis, ok, en fait, ce que j'arrive pas à faire, c'est passer d'une forme, par exemple cylindrique, en rajoutant de la matière, et du coup, je vais rechercher un petit peu sur Internet, je me perçois que ça me faisait des extrusions, petit à petit, je vais creuser à ce niveau-là, et on arrive au final au résultat obtenu. Donc voilà, surtout ne brûlez pas les étapes, et faites petit à petit, vous allez arriver à ce que vous souhaitez, j'en suis sûr. Mais en fait, si vous brûlez les étapes, ça sert à rien, parce que peut-être que vous allez arriver à réitérer exactement ce que vous voyez sur un tuto, mais si vous n'avez pas compris ce qui se cache derrière, dès que vous allez vouloir faire une variante de ceci, vous allez galérer, vous n'allez pas comprendre. Il faut vraiment comprendre le principe qu'il y a derrière. C'est ça que j'essaie d'expliquer moi dans mes vidéos, c'est les principes de modélisation, les astuces, les outils. Après, le résultat final en soi, c'est du bonus, quoi. C'est du bonus. Donc voilà, pour récapituler, on a vu quoi? On a vu appliquer une échelle, très important ensuite pour pouvoir modifier notre objet, donc CTRL-A, Apply Scale. On a vu également comment fermer les panneaux des gens qui galèrent, qui subdivisent à l'infini et qui n'arrivent pas à les refusionner. L'annulation des extrusions, très important parce que du coup ça superpose les faces. Justement cette superposition de points et de faces, comment la corriger avec M pour merge et en faisant un merge des points. L'ajout en edit mode qui souvent, quand on débute, on est là, on ne comprend pas pourquoi on a des objets qui sont liés sans le vouloir. Comment l'enlever tout simplement en faisant P et separate by loose part, comme ça il trouve automatiquement les objets qui sont séparés, qui ne sont pas liés entre eux, il les enlève. Et ensuite les valeurs trop élevées, que ce soit en termes de subdivision surface, ne pas adoucir trop vos objets, ça sert à rien, ça rajoute beaucoup de topologie pour rien du tout. Surtout que le subdivision surface c'est exponentiel, parce que ça va re-subdiviser ce que vous avez subdivisé à l'étape d'avant. Donc si vous mettez 6 en subdivision surface, vous allez avoir des centaines de milliers de faces, donc ça ne sert à rien. Pareil, les valeurs trop élevées, que ce soit en résolution ou en sample, très important de trouver un juste milieu en fonction de ce que vous voulez. Pareil, si vous voulez faire le rendu de Nikon sur votre bureau, mettez pas un truc de 3000 en 3000 par exemple. Du 72 par 72, je pense que c'est suffisant. Et le rendu va se faire en 0,5 secondes au lieu de 2 minutes. Donc surtout si vous faites une animation, parce que là j'ai parlé d'une image fixe, mais pour une animation, si vous perdez ne serait-ce que 5% par image sur une animation qui fait 6000 frames, vous allez voir que c'est quelques heures, voire journées de gagner. Ensuite, bien organiser vos scènes en créant des collections, en renommant vos objets, très important. N'oubliez pas quand vous voulez envoyer sur Discord ou autre ou à quelqu'un un projet de faire un pack des external data pour que tous les fichiers externes à Blender que vous avez utilisés soient assignés au projet et que la personne puisse l'ouvrir et même l'extraire pour voir les images ailleurs. Et surtout, ne brûlez pas les étapes. L'apprentissage est relativement long en 3D, c'est vrai, mais faites petit à petit. Vous allez voir que vous serez beaucoup plus à l'aise avec le logiciel quand vous aurez compris tous les concepts. Donc voilà, c'est à peu près tout sur les 10 erreurs de débutants que j'ai listées. C'est les erreurs qui reviennent souvent. Il y en a d'autres, mais j'espère que ça en aura aidé certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire et je vous dis à la prochaine. Ciao.